Monsieur Fofana, « 1967. Cette conférence qui va se dérouler tout à l'heure va surtout nous amener au plan culturel de la route de la soie. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, soyez-en remerciés pour votre présence massive à cette cérémonie, que dis-je, à cette conférence, dont l'objectif principal est de faire en sorte que, comme nous l'apprend le président Félix Houphouët-Boigny, on ne copie pas les exemples, parce qu'il y a des bons et des mauvais exemples, mais on copie des modèles. Ces modèles que nous vous proposerons aujourd'hui sont l'œuvre de la fondation, pour ne pas dire de l'association, pour la sauvegarde et la promotion de la pensée El Hadji Boubacar Gambi Sako, qui a eu l'ingénieuse idée, en partenariat avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, de nous inviter à travers le thème « Les nouvelles routes de la soie, opportunités pour l'Afrique, cas de la Côte d'Ivoire ». Ceux qui sont appelés à nous entretenir, je voudrais citer ici le professeur Pierre-Marie Fayard, que je demande d'applaudir. Cet homme, malgré la couleur de sa peau, est un Africain. Il est né à Dakar, le 9 avril 1941. 51, merci. C'est 51, vous voyez, il disait, on peut se tromper, mais il faut se garder de tromper les autres. De l'université de Poitiers, ce que j'ai écouté à travers les portes, c'est que c'est à Poitiers qu'est né le premier institut Confucius. Il est docteur en sciences de l'information, il est polyglotte, il parle plusieurs langues, l'anglais, l'espagnol, le portugais et bien sûr le français, sa langue maternelle. Actuellement professeur émérite, il poursuit ses recherches sur l'intelligence culturelle de la stratégie. Et il est consultant et enseigne dans plusieurs universités
au Brésil. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont le best-seller Comprendre et appliquer Sun Tzu. Il va nous entretenir sur la perspective culturelle et stratégique des nouvelles routes de la soie. Ça mérite encore une applaudissement. L'autre, Sébastien Périmoni. Il est certes jeune, mais ne dit-on pas que la valeur n'attend point le nombre des années et que c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Il a aussi beaucoup d'expérience, mais il m'a tout simplement dit, mon ami, dit simplement que je suis responsable du bureau Afrique de l'Institut Schiller. Il est rédacteur du site Voir l'Afrique avec les yeux du futur. On comprend bien que c'était un monsieur qui ne développe pas l'afro-pessimisme, mais plutôt l'afro-optimisme. Il va nous entretenir ici sur les nouvelles routes de la soie et l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, présenter pour vous les conférenciers. Et même si je suis le maître de cérémonie, je ne suis pas le maître des lieux. À ce titre, je voudrais humblement demander à mon maître, à mon grand maître, le professeur Jean-Noël Leroux, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, de bien vouloir. Monsieur le Président de l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la pensée d'Elhadji Boubacar Gambi Sako, Monsieur le Directeur de l'Institut Confucius de Côte d'Ivoire, professeur Liu, Messieurs les professeurs, Sébastien Périmoni, Pierre Fayard, Joseph Kobiabo, chers élèves et étudiants, honorables invités, mesdames, messieurs, c'est toujours un grand honneur et un plaisir renouvelé pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix d'accueillir de grandes conférences et d'éminents conférenciers. Pour son illustre donateur, Félix Houphouët-Boigny, cette fondation a pour vocation d'accueillir et rassembler les hommes et les femmes épris de paix. Elle est un centre de rencontre, d'échange, de dialogue et de fraternité humaine. Bienvenue à tous. Je voudrais saluer et remercier chaleureusement les responsables de l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la pensée d'Elhadji Boubacar Gambi Sako, au premier rang desquels M. Boubacar Fofana, pour la belle initiative qu'ils ont eue de consacrer toute une matinée à la célébration de l'amitié et de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on les applaudisse. Elhadji Boubacar Sako était un érudit, un homme de foi, un homme de réflexion et de conviction, un ami de Félix Houphouët-Boigny. J'exprime toute ma gratitude au directeur de l'Institut Confucius de Côte d'Ivoire, qui contribue à faire connaître et apprécier la langue et la culture chinoise. Je remercie les éminents conférenciers qui vont s'exprimer tout à l'heure. Sébastien Périmoni, Pierre Fayard, Joseph Kobiabo, Liu Shen. Je voudrais féliciter pour leur mobilisation les élèves et étudiants, nombreux dans cette salle. Je souhaite que vous applaudissiez.
c'est vous qui construirez l'avenir de la Côte d'Ivoire par votre travail acharné, par la maîtrise de la science, de la technique et de la technologie qui contribuent si puissamment au progrès des nations. Mesdames, Messieurs, sur les relations de la Chine et de l'Afrique, je voudrais vous relater un fait historique qui peut éclairer notre présent. Le 2 février 421, soit il y a près de 600 ans, la Chine inaugurait la cité interdite, vaste cité impériale qui existe toujours. À cette occasion, la Chine, qui était à la tête du monde civilisé, convia à Pékin les pays civilisés, selon son appréciation. Alors que l'Europe était exclue, l'Afrique était représentée par l'Afrique de l'Est, avec des invités de Mogadiscio, Malindi, Mombasa. Les invités venus d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient furent ramenés chez eux par une armada aux ordres de l'amiral Zheng He, qui devait aussi mener des expéditions maritimes pour promouvoir le commerce et l'influence chinoise dans ces régions du monde. Je tire de cette histoire 3 leçons qui éclairent le projet actuel des nouvelles routes de la soie ou encore initiative Route et Ceinture, Belt and Road, lancée en 2013 par le président Xi Jinping et le gouvernement chinois. La première leçon concerne l'importance du facteur culturel. On a réuni les pays ayant atteint un degré certain de développement culturel. Une communauté de destin partagé suppose la reconnaissance des divers héritages culturels pour aller à l'harmonie universelle. La deuxième leçon concerne les voies de communication maritime, ferroviaire et routière pour le développement des échanges économiques et commerciaux entre les nations. Comme il y a 6 siècles, les nouvelles routes de la soie vont relier la Chine à l'Afrique de l'Est et la Méditerranée par la mer, la Chine à l'Europe via l'Asie centrale et le Moyen-Orient. La troisième leçon, enfin, c'est l'importance de la coopération entre les nations dans un monde globalisé sur la base de l'égalité, de l'équité et de la solidarité. Alors, un tel projet ne peut qu'être profitable à des nations comme les nôtres, en voie de développement ou d'émergence. Instruisons-nous sur la voie chinoise de développement, tirons tout le profit possible des opportunités offertes par les nouvelles routes de la soie. Nous avons tout à gagner. Il nous faut appréhender les problèmes de développement de manière globale et relever ensemble le défi du développement partagé et durable. Alors oui, nous pourrions bâtir un monde nouveau, un monde du dialogue, de la coopération, de la solidarité et donc de la paix. Je vous remercie. Merci. Merci. Monsieur le secrétaire général de la Fondation, M. Jean-Noël Loukou, nous a fait l'honneur d'inviter cette conférence. Je remercie aussi pour la mobilisation et tout l'intérêt qui porte à ce projet que nous avons initié. J'en profite pour remercier le directeur général de l'INPHB, grâce auquel vous êtes ici nombreux présents, le gouverneur de la ville de Yamoussoukro, tous les conférenciers, tous les invités en haut rang, grade et qualité. Je ne serai pas long, c'est juste pour présenter brièvement l'association qui porte le nom de notre patriarche, notre grand-père, Elhadj Boubacar de Misako, comme l'a si bien dit le professeur, qui était un patriarche, qui se présentait comme soudanais de naissance, ivoirien d'adoption et français de goût. M. Elhadj Boubacar de Misako a longtemps œuvré pour le rapprochement entre les hommes,
de culture, de civilisation, surtout par l'éducation, par le livre et par l'oralité. Et c'est le sens que nous avons voulu donner à sa compréhension du monde en initiant cette conférence pour nous faire connaître ce peuple qu'on appelle la Chine, qui est loin et qui est à la fois proche, qui a eu à apporter au monde des innovations majeures qui ont révolutionné les rapports entre les hommes. Et d'où notre initiative, je le répète, de lancer cette conférence pour présenter ce qui, à notre sens, est le projet le plus ambitieux de l'histoire après le plan Marshall. Et ce projet va être présenté par M. Sébastien Périmoni, qui s'appelle Les nouvelles routes de la soie, présenté à l'Afrique, cas de la Côte d'Ivoire. Je ne serai pas plus long, parce qu'on n'a pas commencé comme on. Et pour terminer, je souhaiterais qu'on ait une petite pensée en la mémoire d'une de nos représentantes de notre association, de deux présentes, notre marraine et notre mère, qui malheureusement devait être présente ce jour et qui malheureusement ont disparu cette année. J'ai nommé Mme Joba Sako Fofana et notre marraine, Mme Ndei Kibo Tia. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Nous allons commencer la conférence. Messieurs les experts, chers amis, les étudiants, les élèves, c'est une grande occasion pour moi à exprimer d'abord la pensée chinoise. Et puis, à travers la pensée chinoise, la Chine commence à se développer comme aujourd'hui une deuxième puissance du monde.
Alors bonjour à tous, c'est un grand honneur pour moi de parler devant vous aujourd'hui parce que je pense que comme dans toutes les époques, la jeunesse c'est l'avenir du monde et aussi c'est ma première fois ici en Côte d'Ivoire, donc je suis très très heureux de découvrir votre beau pays et je commencerai évidemment par des mots d'usage mais sincères à l'endroit de M. Boubacar Fofana, donc de l'Association pour la promotion et la sauvegarde de la pensée de M. El Hadj Boubacar Gambi Sako. Remercier évidemment la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, car comme je vais le montrer aujourd'hui, vous allez voir que l'Institut Schiller que je représente est dans cette même démarche. Et remercier évidemment l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny et votre présence à tous ici aujourd'hui. Très content de parler devant vous. Pourquoi? Parce que je pense que Yamoussoukro et l'Institut National Polytechnique peut et doit devenir la capitale scientifique de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que vous êtes une institution unique ici, de scientifiques, de chercheurs, d'ingénieurs, et que dans les temps qui viennent, avec les nouvelles routes de la soie et le développement qui va arriver en Afrique, vous allez être les piliers de ce développement. Alors moi je viens parler au nom de l'Institut Schiller, j'imagine que très peu d'entre vous en ont entendu parler. Vous parlez donc du projet des routes de la soie, donc vous déjà voir une première carte, c'est un projet gigantesque, et qui était présente au forum initié par Xi Jinping donc, il y a 2 semaines, au forum du dialogue des civilisations, donc, qui a lieu à Beijing. Dans le champ adverse, dans le camp adverse. Et puis, donc, c'est un art circulatoire, c'est-à-dire que les graines qui circulent ou les coquillages n'ont pas de propriétaire. Hein. C'est la circulation, et en fonction de ce qui arrive à la fin, on retire un potentiel, on retire de la richesse ou pas. Donc, ce que j'appelle une question qui m'interroge, c'est la stratégie, la sagesse stratégique du grenier. Puisque, au jeu d'Awélé, il s'agit de se constituer des greniers, qui est un potentiel d'action. Seulement, ce grenier, il ne faut pas qu'il soit trop important. Hein. S'il est trop important, vous allez neutraliser votre propre jeu. Donc, il y a une limite à trouver. À l'emporte-pièce, mais je pense que vous avez beaucoup écouté, donc maintenant vous allez peut-être... Ce que vous avez dit, il estime que la stratégie est le fondement de toute action. Quelle que soit l'action que vous allez poser, s'il n'y a pas de stratégie, ce n'est pas évident que vous arrivez à vous faire, en tout cas de fin heureuse. En prenant le cas de la Chine, il s'est posé la question de savoir comment comprendre la Chine à partir de sa culture. Et dans le développement qu'il a eu à faire, j'ai retenu principalement 2 idées qui collent très bien avec les routes de la soie, la route avec l'autre. Et les routes de la soie, c'est un projet chinois qui appelle la collaboration de tous les États. Donc, faire la stratégie avec l'autre, réaliser les routes de la soie en associant les autres États. Et ensuite, un autre élément, il a dit que c'est celui qui ne voit pas loin qui paye. Les routes de la soie, c'est un projet futuriste qui permet de voir très loin et donc de gagner. À travers également cette stratégie-là, on comprend donc pourquoi la Chine est de plus en plus présente un peu partout dans le monde. Et pour terminer, il dit que les routes de la soie deviennent une réalité à travers un plan stratégique qui permet donc d'associer tout le monde. Je voudrais encore qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Bien avant ma question, bien avant de poser une question, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette conférence
et également remercier les responsables de la Fondation Louise Houphouët-Boigny qui ont bien voulu accueillir ce forum d'échange. Et je voudrais, puisque nous avons été invités officiellement par l'association pour apporter notre contribution, je voudrais porter à la connaissance de nos conférenciers que le Conseil économique, social, environnemental et culturel sont bien dans le débat, s'honorent d'être invités. Mais portez à votre connaissance que déjà en 2018, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, avec d'autres conseillers, avec d'autres institutions sœurs de l'Afrique, ont participé à une table ronde à Beijing, en Chine, sur les nouvelles routes de la soie. Et les conclusions, du moins, le rapport de cette mission existe. Et c'était une table ronde. Et plusieurs institutions étaient là, notamment l'UCESA, qui est l'Union des conseils économiques et sociaux de l'Afrique et de l'espace francophone. Et ils ont alors tous admis, en tout cas, l'opportunité de s'inscrire dans ce nouveau dynamisme qui est les nouvelles routes de la soie. Et il y a une comité de suivi qui a été mise en place, certainement que ce n'est pas connu de tous, au niveau des conseils économiques sociaux d'Afrique. Et ce comité est un comité paritaire avec les conseils sociaux du Conseil social de la Chine pour suivre un peu les conclusions de cette table ronde. Ceci étant, c'est pour dire que nous n'avons pas attendu l'appel. Nous n'avons pas attendu l'appel pour nous inscrire, pour prendre, pour emprunter ces nouvelles routes de la soie. Nous sommes sur la route de la soie. Bienvenue sur de la soie. Maintenant, la question. Alors, ma question, comme je l'ai dit tantôt, s'adresse à M. Sébastien Péry-Mouni. Je n'ai pas perçu, puisque en fait, le thème c'était les nouvelles routes de la soie, et le cas spécifique des opportunités de l'Afrique et le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas perçu vraiment dans son exposé le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que cette nouvelle route de la soie, compte tenu du coût que vous avez annoncé, qui se chiffre à des milliards, est-ce que ce ne serait pas un nouveau mode d'endettement de nos États africains? Est-ce que cette nouvelle route de la soie, ce n'est pas pour encore affirmer l'hégémonie de la Chine sur les États africains, étant donné que les États européens sont encore réticents vis-à-vis de cette initiative de la ceinture et de la route. Je vous remercie. Je vous remercie. À l'Institut national polytechnique football. J'ai deux questions qui sont destinées à M. Sébastien Péry-Mouni et deux questions au professeur Pierre Fayard. Alors, les deux questions, c'est de savoir, vous avez dit en fait lors de votre présentation que les pays en voie de développement sont privés de la valeur réelle de leur production. En fait, l'idée due à la manipulation de la finance internationale. Donc, moi, je veux savoir, dans le programme en fait, de la route de la soie, qu'est-ce qui est fait réellement en fait, dans ce programme pour éviter en fait, cette manipulation des finances internationales? Ma deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui est fait de façon réelle pour que les étudiants qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire puissent en fait s'investir de façon réelle dans cette avancée de la route de la soie.
Et quant au professeur Pierre Fayez, il a présenté en fait 3 stratégies avec les jeux de Go, Tichèque et Lawali. Dans Lawali, il a présenté en fait l'image de la route de la soie. Comment je veux savoir? Parce que normalement, la stratégie au niveau de Lawali, c'est de jouer et de piocher en fait dans le plan adverse. Donc je veux savoir pourquoi est-ce que en fait, cette image est liée en fait, à la construction en fait, de la route de la soie. Merci beaucoup. C'est enrichissant. Je suis mademoiselle Émilie Philomène de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, département d'histoire. Ma thèse porte sur la coopération Chine-Afrique, le volet infrastructure. Et donc j'ai 2 questions. Une question destinée à Monsieur Sébastien et une autre question pour Monsieur Faya. Pour Monsieur Sébastien, vous avez fait des exposés concernant les projets en Afrique, dans le cadre du projet de l'initiative Ceinture et Route. Ce que j'aimerais savoir, dans ce cadre-là, qui propose des projets? Est-ce que, parce que la Chine, quelqu'un parlait de stratégie, la Chine a une stratégie bien définie pour toutes les régions dans le cadre de ce projet. Alors, je pense que la Chine a déjà, par exemple, dans telle région, voici des projets que nous pouvons réaliser qui peuvent être bénéfiques pour nous. Alors, qui propose des projets? Et si c'est la Chine qui propose des projets ou bien les États africains, est-ce que ces projets sont adaptés vraiment aux besoins de l'Afrique? Parce qu'en prenant le cas du chemin de fer réalisé en Éthiopie, le chemin de fer avec les lignes électriques, est-ce que tous les pays pourront avoir les ressources nécessaires comme l'Éthiopie pour pouvoir supporter vraiment et pour pouvoir faire fonctionner ces genres de projets? Parce qu'à un moment, je pense qu'il y avait eu des troubles en Éthiopie parce que ce chemin de fer-là ne pouvait pas bénéficier nécessairement des énergies qu'il faut pour pouvoir fonctionner normalement. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Qui propose des projets? Est-ce que ces projets sont adaptés aux conditions de l'Afrique? L'Afrique a les ressources nécessaires pour pouvoir faire fonctionner vraiment ces projets? Ça, c'est ma première question. Maintenant, M. Faya, vous avez parlé comment comprendre la Chine à partir de sa culture. Bon, je ne vais pas aller dans les stratégies, mais j'aimerais savoir, parce qu'on dit que le projet au port, d'abord, c'est une stratégie d'intégration. On doit intégrer différentes régions par la construction de l'infrastructure et lier différentes régions. Dans le domaine de la culture, qu'est-ce qui est pensé au niveau de l'Afrique pour pouvoir réaliser cette intégration-là? Existe-t-il des infrastructures déjà en vue ou bien des projets en vue pour pouvoir réaliser cette intégration culturelle? Je vous remercie. Jérémy, étudiant à l'USTP, Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny en bâtiment et urbanisme. La première question, je voulais savoir, on parle de nouvelle route de la soie, qui est un projet de la Chine pour la globalisation. Mais est-ce que tous les pays de l'Afrique ont accepté d'adhérer à cette vision? Et puis, je pose cette question parce qu'on sait qu'il y a certaines économies, surtout celles de l'Europe, qui sont dominées par l'appui des États-Unis. Est-ce que les États-Unis n'auront pas une influence sur la vision que ceux-ci vont donner, sur la réponse que ceux-ci vont donner à la Chine? Ensuite, ma deuxième question, elle s'adresse à M. Sébastien Pellemoni. Je voulais savoir sur quoi la Chine se base pour apporter son aide à ces différents pays-là et comment elles vont se faire rembourser. Parce qu'on parle de coopération gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il y a un remboursement qui doit être effectué. Merci. Voilà. Ma première question, elle est pour le revenu de Chine. Il a parlé d'équité et d'égalité. Raison pour la Côte d'Ivoire, entre la Chine et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'équité et d'égalité. Voilà. Je voulais savoir, quand il parle de route de la soie, il a fait en référence à le développement, c'est un projet de financement. La Côte d'Ivoire et la Chine en rien sont égales, ni en développement, ni en moyens financiers, ni en rien. Ni en moyens financiers, ni en rien. Donc je voulais savoir quel est le rapport entre la Côte d'Ivoire précisément. Pourquoi ils ont choisi la Côte d'Ivoire? Parce que dans ses propos, il a parlé d'égalité et d'équité. Il n'y a rien d'égalité et d'équité. Donc je voulais savoir sur quoi il se base.
Ma première question. Ma deuxième question, elle est pour M. Sébastien. Voilà, il a parlé de l'économie en tant que création. Maintenant, pour pouvoir créer, il faut d'abord apprendre quelque chose. Nous, on est venu ici, c'est pour apprendre. Vous avez parlé de création, de comment le faire. Voilà, mais vous avez parlé de comment faire. Pour pouvoir créer, il faut forcément apprendre. Il faut avoir des bases. C'est ces bases-là que je voulais savoir. Mais savoir. Sur les routes de la soie, c'est un petit peu ce que j'essaie de dire en filigrane. C'est-à-dire que les routes de la soie, c'est un projet aujourd'hui qui est beaucoup poussé par la Chine. Mais c'est un projet global. Aujourd'hui, la Russie investit en Afrique, le Japon, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Il y a plein de pays qui sont en train d'investir en Afrique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus l'idée du développement continental de l'Afrique qui est important que simplement de se focaliser sur en soi l'initiative chinoise qui est quelque part une partie de ce grand projet qu'on appelle le pont terrestre mondial. Donc ça c'est la première chose. Après, pour répondre directement sur la question de la Côte d'Ivoire, il faut toujours commencer par quelque chose. J'ai présenté le projet Africa Rail, qui est cette fameuse boucle ferroviaire, qui va être le départ de l'industrialisation du pays, comme au Kenya ou en Éthiopie. Le train est un début d'industrialisation. L'Éthiopie aujourd'hui est d'ailleurs le premier pays à avoir un métro maintenant, ils ont créé un métro, et ils développent des parcs industriels dans l'ensemble du pays qui vont être reliés par des trains également. Donc c'est pas magique, c'est un projet à long terme. Je pense que la boucle ferroviaire dans la région ici est un départ. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est le rôle que pourrait jouer Yamoussoukro, et c'est pour ça que j'ai insisté sur ça au début. C'est-à-dire que ce n'est pas la Chine qui va venir tout donner, l'argent, les projets, les ceci et les cela. Il va falloir aussi qu'il y ait une volonté ici d'aller dans cette direction de l'industrialisation. Et ça, les élèves de l'école polytechnique sont là pour répondre à ça. J'étais surpris d'ailleurs, on discutait avec le sous-directeur de l'école hier, qui nous disait en fait qu'il pouvait accueillir 12 000 personnes dans cette école, s'il y avait assez de chambres. Malheureusement, il n'y avait pas assez de chambres, donc ils n'accueillaient que 3 000 ou 3 500 élèves, alors qu'il y avait 8 000 candidatures, rien que l'an dernier. Donc il y a un potentiel d'éducation très très fort. Donc je pense que, c'est pour ça que j'ai insisté sur ça, c'est que il ne faut pas attendre de l'extérieur que la Chine débarque et fasse tout. C'est votre projet, c'est votre pays, c'est votre vision qui est là. Alors, deuxième point sur le prix. Il y a souvent un faux débat sur cette question du prix, puisque si on regarde où est orienté l'argent aujourd'hui, vous avez le dernier rapport de la Banque africaine de développement qui vient de sortir. La corruption sur le continent africain, c'est 25% du PIB du continent. C'est officiel. C'est 148 milliards par an. Vous mettez ça sur 10 ans, ça fait 1500 milliards. 1500 milliards, c'est plus que ce qu'a investi la Chine dans les projets des nouvelles routes de la soie sur les 10 dernières années. Donc il y a un problème aussi qui est politique, on pourrait dire, historique, etc. Et les flux financiers qui partent de l'Afrique, c'est 60 à 70 milliards par an en plus. Donc on est sur une fourchette de 2000 à 2500 milliards qui ont été perdus pour le continent africain ces 10 dernières années, si on se restreint aux 10 dernières années. Donc le problème n'est pas forcément la monnaie ou la quantité d'argent en tant que tel, et le contexte politique dans lequel on évolue. Vous savez, on a le même problème en France. On perd 100 milliards d'euros par an dû à l'évasion fiscale, et on n'a pas 300 millions pour bâtir des hôpitaux. Donc bon, le décalage est différent, mais le problème est le même. Donc sur les réticences de l'Europe, ça évolue, parce que justement l'Europe, et je pense que M. Fayard l'a très bien montré, a une conception géopolitique, justement, une conception des rapports de force. On a été hégémonique, on peut le dire, pendant des siècles, et on a ce qu'on appelle aujourd'hui le piège de Thucydide. C'est-à-dire le piège de Thucydide, c'est quand un empire, disons une civilisation est sur la descente, et une autre est sur la montée. Il suffit de comparer ce que font les États-Unis aujourd'hui avec la Chine. La Chine, elle a sorti 700 millions de personnes de l'extrême pauvreté en 15 ans. Il y a exactement 700 millions de personnes dans l'extrême pauvreté ici en Afrique. C'est votre défi. C'est possible. C'est un modèle. La Chine, elle a fait la première télécommunication quantique du monde. La Chine, elle vient de poser un robot sur la face cachée de la Lune. Et elle est en train d'investir justement dans ces universités comme la vôtre
pour former des milliers d'ingénieurs dans la fusion thermonucléaire contrôlée, qui est l'énergie encore mieux que la fission, puisque c'est une énergie propre et encore plus puissante. C'est la fusion de deux atomes. La Chine vient de réaliser même le premier EPR qu'elle a acheté à la France. En France, il n'est pas terminé, il n'est pas opérationnel. En Chine, il est déjà. Bon, j'ai honte de le dire, mais je le dis quand même. Donc, vous voyez, ça c'est sur les réticences de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, et j'en suis le premier attristé, a un train de retard dans beaucoup de domaines. Avec tout ce que vient de faire la Chine, elle nous montre qu'elle a un coup d'avance.